Vendredi 21 novembre, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour Las Vegas 2025, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, vous aurez l'opportunité d'entendre le plus d'informations possibles afin que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end de course. Et on débute maintenant avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Il est maintenant temps d'aller rejoindre notre collaborateur du vendredi. Il est l'analyste et descripteur des courses de Formule 1 pour la GTCQ.tv. Il est aussi un pilote de la division élite pour nos amis de la team FSR. François Goulet, re-bienvenue au F1 Podcast. Merci beaucoup. Tu as oublié Endurance Ah oui, sur mon c'est CV. vrai. Un peu blessant. Ta nouvelle accréditation, que tu as travaillé très fort, plusieurs heures pour avoir, t'as raison. Moi, je t'enlève ça du revers de la main comme ça. Sacrifier beaucoup de sommeil Ben pour oui, ça. t'as bien raison. Tu le mérites. Eh bien, est-ce que tu veux que je recommence à zéro? Est-ce que vraiment? Non, pas du tout. OK. On va perdre du temps de discussion de Formule 1, alors passons aux choses sérieuses. Je vais le dire 2 fois dans le prochain podcast. OK? On a un C'est bon. sur notre Grand Prix favori, tous les deux, celui du Qatar qui s'en vient, un Ouais. week-end près. Ah non, Seigneur, je suis pas en congé. Quelqu'un, s'il vous plaît, je lève la main. Je te présenterai 2 fois la semaine Ah, prochaine. c'est bon. Écoute, François, tu l'as dit, on veut profiter maximiser le temps qu'on a pour parler de ce week-end de course à Las Vegas. On pense Oh toujours yeah. à notre ami Elvis. Avant de commencer à enregistrer, on parlait des films de 3000 ou 3000 Ouais, Graceland. 3000 milles de Graceland, Graceland. Fait exactement, que, avec Kevin très bon film. Costner et tout ça. Fait que ça nous fait penser à ça. Moi, ce que je retiens de ce film-là, c'était le Lincoln là, avec les portes là, suicide, là, le bon vieux Lincoln très long, décapotable, là, cette Ah ouais. voiture-là. Bon, en tout cas, sans plus tarder, on rappelle à nos auditeurs que le F1 Podcast est une présentation de nos amis de l'entreprise Descoeurs Incorporée, des spécialistes dans le domaine des escaliers. Si vous voulez en construire une, en embellir une ou en rendre une plus sécuritaire, ben, vous pouvez vous procurer toutes les pièces que vous aurez de besoin. Mais si vous êtes plus du genre clé en main, ben, vous pouvez faire affaire avec leurs experts qui vont vous donner un service humain et sur mesure de Laval à Tremblant. Donc, dans le domaine des escaliers au Québec, c'est Descoeurs Incorporé avec qui il faut faire affaire. Mais là, quand on commence à parler du domaine du chauffage, les thermopompes, les airs climatisés, tout ce domaine-là, eh bien, la compagnie internationale, l'entreprise Sharp, produit des machines de qualité supérieure, vous offrant les meilleures subventions du gouvernement, mais aussi des rabais directement sur vos factures d'électricité. Et pour vous procurer les machines Sharp, eh bien, au Québec, il faut faire affaire avec Norwa CVC. Norwa CVC, que ce soit pour l'entretien, le service de vos unités de ventilation, de climatisation, toutes ces choses-là, eh bien, Norwa CVC vous offre un service 5 étoiles. François Goulet, quand on parle de 5 étoiles, je pense à notre ami François Goulet, bien sûr. Ah, On... merci. Oh mon Dieu. S'il vous plaît, restez assis. Ben, je me reprends là, tantôt, je t'ai enlevé Ouais, ok. je t'ai enlevé de Seigneur. l'expertise, donc j'essaie de me reprendre, j'ai du rattrapage à faire. Donc, Mhm. on parle de l'actualité comme on fait à tous les vendredis dans les week-ends de course. Le premier sujet que j'ai préparé pour nous aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un rassemblement. Toujours une bonne raison, hein, lorsqu'on veut faire des réunions. Vegas, c'est très populaire. Ah Donc, oui. je sais pas pourquoi tout le monde veut aller là. Donc, on a décidé de se réunir, tout ce beau monde-là, puis de se regarder dans le blanc des yeux, puis de régler les dossiers qui traînaient en longueur, autant du côté de la FIA que du côté du Formula One Management. Et on a décidé, un dossier qu'on parlait souvent, sur la possibilité de voir 2 arrêts obligatoires la saison prochaine. Quelque chose qu'on a déjà testé du côté du Grand Prix de Monaco. Quelque chose qu'on a essayé, qu'on espère revoir ailleurs d'ici la fin de la saison. On va en venir plus tard. Mais on a décidé de ne pas aller dans ce sens-là. Donc, on n'est pas prêt. En gros, on fonctionne de façon démocratique. Euh, c'est un peu à l'envers de ce Ouais. que la FIA, de la manière que la FIA fonctionne à l'intérieur de leur procédure de candidature présidentielle. Là. Mais en tout cas, ça, c'est un autre dossier. Mais lorsque ça vient le temps de prendre des décisions sur des règlements, on doit être d'accord, tout le monde. Puis là, on n'était pas capable d'en venir à un terrain d'entente. C'est sûrement un peu comme ici au F1 Podcast, on était partagés. Hein? Simon Bacham avait déjà dit, puis toi aussi, tu étais là-dessus, tant qu'à le faire, pourquoi on ne le fait pas partout? En même temps, en contrepartie, les puristes du sport, nous-mêmes, on avait décidé de dire, ouais, mais il y a des pilotes qui sont bons à étirer des trains de pneus. Est-ce qu'on leur enlève un peu ça aussi en disant que ben là, tout le monde est obligé de changer les gommes pareil, des Alonso, des Verstappen ou même des Hamilton ou
tous ces pilotes-là qui ont bâti une carrière en faisant attention à leurs pneus, tu dis, est-ce qu'on leur enlève un outil ou un avantage qu'ils ont qui fait partie aussi de l'art de la course automobile? Tu fais des courses toi-même aussi. Tu sais, Mhm. c'est quoi gérer les gommes. Donc, j'imagine que c'est dans ce sens-là qu'on a décidé de ne pas prendre de décision, mais on s'est quand même fixé des réunions au cours de la prochaine saison pour réouvrir le dossier et peut-être trouver un terrain d'entente ou comme moi, je trouvais que c'était peut-être la meilleure façon de l'emmener, c'est de le revoir à quelques moments de la saison, continuer de grossir l'échantillon pour être capable de se faire une meilleure idée là-dessus. De ton côté, Ben, toi. je suis un peu déçu. Ben, je suis un peu déçu que ça arrive pas plus vite. En même temps, comme tu le dis, ben, ça prend peut-être un meilleur banc d'essai. Mhm. Puis ces deux arrêts-là, je sais que des fois, comme ils l'imposent, hein, donc ils ont comme on va dire, la latitude de pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent quand ils le veulent, d'ajuster ces choses-là selon le contenu ou selon la température ou les impondérables qui peuvent se présenter lors d'un week-end de Grand Prix. Donc, je vois pas tu sais, ils vont sûrement justement essayer plus souvent. Moi, tu sais, je comprends le talent pour étirer les gommes. J'avais moi-même ce talent-là jadis, puis ils ont changé la mécanique de mon simulateur, puis c'est plus du tout pareil, donc cet avantage-là a disparu. Mais j'aurais aimé voir l'utilisation des trois gommes, moi. C'est ça que je voulais surtout Oui. voir, tu sais, qui implique, qui oblige les deux arrêts en tant que tel. Mais c'est qu'on veut voir la F1 essayer des choses pour mousser le spectacle. Mais de façon avec tu sais, la nouvelle Formule 1 de l'année prochaine, on ne sait pas à quoi le spectacle va ressembler. Donc, est-ce qu'on est obligé de faire ça tout de suite? On peut attendre un peu, justement, comme tu dis, faire un meilleur banc d'essai, peut-être l'essayer sur différents types de circuits, et là, en arriver à une conclusion ultérieurement. Mais pour l'instant, tu sais, il n'y avait pas d'urgence non plus. Je pensais pas, Martin, qu'il le ferait immédiatement l'année prochaine. Non, exactement. Moi, j'aurais aimé ça qu'on continue de tenter l'expérience cette année. On l'avait nommé Singapour, je trouvais que c'était l'endroit parce que Monaco, c'est tellement particulier, c'est pas comme nulle part ailleurs. C'est sûr que Mhm. lorsqu'on a commencé à ouvrir la porte, à aller vers ce genre de règlement-là, le premier endroit où tu penses, c'est de dire, faut faire ça à Monaco, faut essayer de pimenter le spectacle. Celui du samedi, aucun problème. Celui du dimanche est à revoir. Mais on est restreint dans l'espace, toutes ces choses-là, toutes les raisons qu'on a déjà énumérées plein de fois au podcast. Donc, c'était l'endroit pour le faire. Ça n'a pas été un succès. Les Non. stratégies, les stratégistes des différentes écuries ont décidé de tourner ça un peu en de l'anti-course. Ouais. On était capable de bloquer, mais attends, on s'en est déjà parlé, toi et moi. Tu essaies de Mhm. bloquer un adversaire à Monza ou à d'autres endroits, tu ne pourras pas le faire. Là. Si tu décides de Exactement. ralentir, tu vas te faire doubler. C'est pour ça que j'aurais aimé revoir cette expérience-là Abu Dhabi, Singapour, là, Abu Dhabi, c'est pas fait encore. J'ai encore espoir qu'on va l'essayer. Du moins, là, je suis certain que des gens nous écoutent, sont peut-être au courant de ce qui se passe. Ah, ben, ils vont le faire au Qatar. Au Qatar, c'est différent. C'est Pirelli qui décide d'imposer ces arrêts obligatoires-là. Même, c'est différent. On y va même pour un nombre de tours maximum. Mhm. Est-ce, est-ce que c'est vraiment une alternative pour ailleurs? Ça, je trouve que c'est un peu trop restreindre des écuries, puis c'est un peu trop dévoiler le jeu. Quand tu sais que certaines écuries n'ont pas le choix de faire 25, on ne peut pas faire plus que 25 tours sur un train de pneus. Comme on avait vu là, il y a de ça quelques années, à cause que les vibreurs sont trop agressifs. Le Mhm. 14, c'est un circuit qui est fait principalement pour des courses de moto. Donc, Ouais. les vibreurs sont là, sont trop agressifs pour dissuader justement les motos de monter là-dessus, sinon tu vas perdre le contrôle. Mais c'est trop c'est trop violent là, pour des voitures de F1. Puis ce que ça fait, c'est que ça impose un stress majeur sur les gommes Pirelli. Puis là, on avait peur qu'il y avait tu sais, on voyait l'usure arriver trop de façon trop c'est pas ça qu'on voulait nécessairement. Fait que là, on avait peur qu'il y ait du danger. Bien sûr, là, on est là pour la sécurité. Donc, on avait imposé un nombre de tours maximum et c'est ce qu'on va faire aussi pour la prochaine semaine au 14. Ça continue d'ajouter à nous autres pourquoi que moi, j'aime pas trop ce circuit-là. Lorsque tu es obligé justement de changer des règlements pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Ça, j'aime pas, moi, cette règle-là. Je sais pas pour toi, mais je trouve que ça dévoile le jeu des écuries. On est capable de savoir exactement quand est-ce qu'ils vont changer de pneus, ce qui n'est pas le cas des deux arrêts obligatoires ou de forcer les écuries à utiliser plusieurs trains de pneus, parce que là, tu peux quand même jongler avec ça. On s'en est déjà parlé. Mhm. Tu peux carrément faire un tour sur un train, t'en débarrasser, puis poursuivre pour le reste. Mais là, ce qu'ils veulent faire au 14, on comprend pourquoi qu'on le fait, mais moi, c'est pas le genre de. Je voudrais pas voir ça là, à l'année longue, là, des histoires de tour maximum sur un train de pneus.
Non, ben je suis d'accord avec toi exactement sur ce point-là, de dicter un peu le maximum que tu peux faire. Il l'avait fait, c'est ça, comme tu dis, je pense que c'était l'année dernière qu'il l'avait fait au même endroit. Si je me Je pense trompe que pas, c'est au la Qatar. première année au Qatar de mémoire. Je pense Ouais, que l'année OK, passée, on est allé, mais peut-être qu'on a vu qu'on a étiré l'élastique, là. OK. Mais en tout cas, Mais je me rappelle que ça a ouais. été fait, donc Oui. puis ça, tu sais, c'est comme ah ben tu sais très bien qu'il ira pas passer ce tour-là. Encore une fois, on va dire une prise pour le Qatar. Oui. Tu sais, c'est ça, c'est pas la raison pour laquelle je veux voir deux arrêts arriver. On comprend que le stress appliqué sur les pneumatiques au Qatar doit être quand même plutôt grandiose là, avec le type de courbe qu'on a. On se rappelle un peu Silverstone il y a quelques années, hein, que tout le monde avait il y a eu des crevaisons au dernier tour. Il y en a qui avaient fini sur trois roues. Mhm. C'était comme tout arrivé en même temps. Donc, on comprend que c'est quelque chose qui peut arriver, ce stress sur ces pneus-là, mais faites, fabriquer les pneus différemment, mettez des gommes plus dures, je sais pas, là, rendu là, ce que Pirelli peut faire comme tour de passe-passe pour améliorer ça. Sauf que, encore une fois, si on est obligé de faire des choses comme ça pour un circuit, je pense que ça dénaturise un peu on va dire l'aspect pur de la course. Puis non, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup particulièrement. Non, ce que j'aime. Puis en plus, c'est que le train de pneus ne peut pas dépasser 25 tours. Donc, Non, c'est ça. si tu as un train qui a servi en qualification, c'est comptabilisé. C'est vrai. Fait que c'est même pas. Ce que ça va faire, c'est que ça sera même pas nécessairement. Tu vas peut-être voir un pilote dire ah, il est juste à 13 tours, pourquoi il arrête? Ah, ben, il en a déjà fait une partie avant. Mm. Il a déjà tourné dessus en essai libre ou en ces choses-là. En tout cas, moi, je pense que, comme on dit, est-ce que c'est vraiment changer la gomme ou pourquoi que le 14, depuis tout ce temps-là, c'est une problématique qui date depuis déjà 2023? Pourquoi on n'a pas apporté les modifications encore? Ben, c'est parce que principalement, c'est un circuit de moto, puis sûrement qu'on ne peut pas faire le compromis entre les deux. Mais je me dis, la F1 a déjà été très sévère avec Montréal par le passé ou d'autres endroits que si vous n'êtes pas conforme à ce que nous on veut, ben on va tout simplement aller ailleurs. Je comprends que le Qatar ont les poches pleines, sont rendus pratiquement propriétaires entiers de McLaren, qui est le champion constructeur. Non, c'est Bahreïn, excusez, Qatar, c'est avec Audi. Donc, je comprends qu'il y a des gros partenariats, puis sûrement qu'on a peur de perdre justement ces poches pleines-là, mais il va falloir trouver une solution à long terme. Puis j'imagine que les premiers concernés de ça, c'est Pirelli, qui paraît un peu mal là-dedans de dire oh, il y a des gens qui vont peut-être regarder la télévision, la Formule 1 pour une première fois, puis qui vont voir comment ça Pirelli n'est pas capable de faire des pneus qui datent plus que 25 tours. Ça peut faire mal à leur nom aussi à court ou moyen terme. Ouais, tout à fait. Écoute, je serais mal. Je serais mal d'être un nouveau fan de F1, d'arriver voir ça, puis ça soulèverait beaucoup de questions. Mhm. On se rappelle le stress sur les pneus d'Indianapolis 2005, hein, Oui, ça ce fait que ça encore avait fait mal. aussi. C'est ça. Non, c'est ça, ça a fait. On en parle encore là, 20 ans Mhm. plus tard, donc Il y a des gens qui ont sérieux. décroché de la Formule 1 à cause de ça. Il y a des gens qui Ah avaient oui, acheté tout des à billets. fait là. On a commencé à rattraper ça là, avec la série Drive to Survive, Ouais. Vegas, toutes ces choses-là. Mais ça a fait extrêmement mal à l'image de la Formule 1 en Amérique. Puis à toutes les Mhm. fois, justement, qu'on parle de la Formule 1 en Amérique, il y a toujours quelqu'un qui va ramener cette histoire-là. Cette fois-ci, c'était toi ce matin. Mais je Mhm. veux dire, il y a toujours quelqu'un Ouais. qui va nous relancer. Ah, puis à Mhm. toutes les fois qu'on parle justement de la guerre pneumatique en F1, ben c'est l'œil au beurre noir que ça avait laissé. Moi, il y a plusieurs autres raisons pourquoi j'en veux pas. Mais ça, c'est sûr que c'est la première qui vient, là, que tu arrives avec un manufacturier qui n'est pas capable de produire les pneus selon les standards, puis après ça, ben, ça fait que tu Mhm. as des voitures qui sont disqualifiées avant même que ça commence. D'autres règles qu'on a vues aussi, c'est, tu te rappelles, là, les fameuses livrées, on a vu ça beaucoup dans les dernières Ouais. années où il y a beaucoup de noir, le carbone plutôt on Mhm. laisse les voitures à découvert, on veut le but, c'est d'enlever du poids, parce que oui, la peinture, c'est un poids. On est à cette étape-là dans la F1 où on est C'est tellement. malade, Ah oui. hein? Surtout à la fin d'une réglementation, on a Ouais. tellement évolué nos voitures que là, on se gratte un peu la tête ou comment on peut continuer de gagner des dixièmes ou ne pas en sacrifier. On est rendu qu'on enlève la peinture. Là, on a décidé de trancher. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Surtout quand on va au circuit Gilles Villeneuve ou quand on les regarde à la télévision, on veut voir on veut voir les voitures, on veut être capable de les différencier. La McLaren, c'est une des plus faciles à voir, le orange papaye Ouais. ressort. Après ça, il y a certaines voitures, quand il y a trop noir, c'est difficile de les différencier à haute vitesse, bien sûr. Une fois qu'ils sont arrêtés dans la ligne des pluies, on les regarde, on est capable de les différencier, mais tout se passe à haute vitesse. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est 55% de la surface de la monoplace devra être recouverte d'une peinture ou d'autocollant. Donc, il y en a qui utilisent le fameux le wrap, là. Il y a Ouais. certains qui ont ça, Alpine notamment, je me rappelle que leur voiture, le rose, c'est une forme d'autocollant. Donc, peu importe
le procédé qu'on choisit. Si on décide d'opter pour ces collants-là, que pour certains disent ah, ça pèse moins, c'est plus facile, il y en a d'autres qui vont aller pour la peinture. Peu importe ce que vous voulez prendre, c'est 55% de votre voiture doit être de façon facile à différencier des autres. Donc, on est obligé de mettre une sorte de couleur. Moi, pour moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je sais que tu es un grand fan de livret. Donc, pour Mhm. toi, ça veut pas dire que le noir, c'est pas beau. Sauf que Non, non. si on veut avoir du carbone, ben, on doit mettre de la peinture ailleurs. Si on veut peindre, j'imagine si on veut avoir une voiture noire, on a le droit aussi, mais en autant que c'est pas simplement laissé à découvert. Oui, ben justement, j'étais en train de regarder les livrets de Vegas Oui. là, pendant que tu en parles. Puis, ben, on parlait de l'aspect performance de son. On se rappelle que c'était Mercedes qui avait, je pense, été le précurseur de ça, qui avait amené la Mercedes noire pour Mhm. justement perdre un peu de peinture. Mais je trouve que c'est une bonne idée. Puis c'est vrai que pour ce qui est de différencier les autos, en ce moment, on n'a pas tant de difficultés, mais il est arrivé quand même des saisons, des fois, qu'on se creusait la tête, là, des fois peut-être entre deux voitures, là, ça hésitait. Des fois, je vis ça aussi quand je regarde d'autres séries dans la course automobile. Des fois, j'ai de la misère à savoir c'est quelle là, rapidement, là, on va dire. Là. Oh oui. Donc, je pense que c'est un pas dans la bonne direction, puis ça va un peu niveler le terrain pour tout le monde. Là. Puis comme tu dis, s'ils veulent une voiture noire, ben, il n'y a rien qu'à le peinturer noir ou mettre des collants au nombre de commanditaires qu'il y a ou quoi que ce soit. Je pense qu'on est capable de couvrir facilement 55%. Ou on va juste grossir certains commanditaires, en même temps, ça va peut-être grossir l'ardoise. Donc, oui, je suis d'accord avec ça. Je suis pas, j'accueille cette nouvelle-là avec à bras ouverts. C'est vrai que cette année, c'était peut-être moins pire. C'est peut-être plus 2024 où on avait vu énormément de noir parce que Alpine, cette année, on a enlevé ça, on a mis du bleu, du rose. Donc, Mhm. on a un peu réglé ce problème-là. Mais quand même, j'ai trouvé qu'au circuit, particulièrement cette année, des fois, quand il arrive dans la grande ligne droite puis il tourne, euh, il y en a certains, tu sais, que je pense en tête, la Aston Martin puis la Mercedes, autant que c'est vert, puis l'autre est noir. Des fois, c'était plus compliqué de dire, ah ouais, celle-là, c'est une Mercedes, celle-là, c'est une Aston Martin. Mais ça peut continuer d'arriver. Des fois, c'est des couleurs qui peuvent se ressembler à haute vitesse. Mais quand même, si on balaie tu sais, si on enlève le noir puis on se concentre vraiment sur différencier les. Puis c'est tout à l'honneur des écuries aussi de se faire voir. Puis donc, soit capable justement, Mhm. quelqu'un, que ce soit les néophytes ou quelqu'un qui regarde la F1, est capable de dire ça, c'est une Williams, ça, c'est une McLaren. C'est pour ça que Red Bull change pas sa livrée, même s'il y en a qui disent ah, ils sont toujours pareils. C'est que c'est ça qu'on veut créer. On veut créer que du premier regard, tu es capable de dire le museau jaune, c'est une Red Bull qui s'en vient. C'est ce qu'on travaille. C'est ce que Zach Brown a travaillé avec McLaren en ramenant les couleurs de l'écurie. Donc, qu'on continue dans ce sens-là. Je trouve que c'est une bonne affaire. Petit sujet rapide que je veux faire, les changements de numéros. Mhm. On sait que les pilotes ont des numéros attitrés maintenant qu'ils ont choisi eux-mêmes. Je trouve une brillante idée, bien Ouais. plus facile. Encore, si on parle de couleurs pour différencier, ben, les numéros, je trouve que c'est la même chose. Chaque pilote, on est capable de savoir que ah, lui, c'est tel numéro, ah, c'est tel pilote. Tout ça, je trouve ça fantastique. Mais là, il y en a certains qui voulaient changer. Normalement, quand tu choisis, tu es obligé de le garder pour le reste de ta carrière. Là, on voudrait ouvrir la porte à dire ah, si jamais on veut des changements, un peu comme dans la Ligue nationale de hockey, un joueur peut changer de chandail, sauf qu'on doit demander à la Ligue et ça doit être autorisé, on doit présenter une raison valable. Donc ça va être discutable maintenant. Les pilotes vont pouvoir faire la demande de changer leur numéro. Verstappen pourrait être le premier, lui qui a le numéro 1 et s'il ne retient pas son championnat, il devra soit retourner au 33 ou il a déjà fait la demande pour possiblement aller vers le numéro 3 qui appartenait à Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo a déjà souligné ses intentions qu'il ne reviendrait pas en F1. Je ne sais pas si c'est juste de sa décision. Je pense que lui, il veut pas, mais je pense qu'il y a des écrits qui ne le veulent plus nécessairement aussi. Des fois, ça vient avec l'âge. Donc, le numéro 3, Verstappen, voudrait changer pour ça, donc pas retourner au 33 vers le 3. Toi, j'avais envie de te demander ton numéro de course que tu choisirais et aimerais-tu pouvoir le changer ou pour toi, c'est important de dire tu choisis un numéro, tu le gardes? J'ai l'impression que toi, tu voudrais le numéro à Hülkenberg, le 27, Ah ouais, puis que le j'arborde, 12, ouais, le ben, Kevin. ouais, ben, j'arborde déjà le numéro 27, Mhm. autant que faire se peut. Tout le monde va comprendre que c'est pour Gilles Villeneuve. Mais Gilles Villeneuve a couru dans le 12 et il a même couru dans le 21 pour Ferrari à son premier Grand Prix à Mont-Tremblant, petit anorak fac, comme on dit. En Ouais. gros, ben, pour ce qui est du numéro, je suis content que les pilotes puissent le choisir. Euh, mais là, ce que je savais pas, puis ce que cette nouvelle-là amène, c'est que ça avait l'air un peu coulé dans le béton. Là. Mhm. Coup, tu le choisissais, tu l'avais ad vitam aeternam, comme on dit. Là, Verstappen, lui, avait le 33 dans le temps que Ricardo avait le 3. C'était facile quand même de les différencier. Là, tu m'as expliqué un petit peu avant qu'on enregistre que le numéro jadis de Verstappen était le 3, donc il ne pouvait pas le prendre par défaut. Maintenant, qu'est-ce qui va déterminer
que tu peux ou pas. Est-ce que c'est ton ancienneté en F1? J'imagine que ça va être ça. C'est pas genre le nombre de grands prix que tu as gagné ou le nombre de championnats que tu as, là. Puis si tu prends ta retraite, est-ce que justement, comme Ricardo, est-ce que tu perds ce droit-là ou tu as le droit de conserver ça pour X nombre de temps, à moins que tu laisses aller les droits? Donc, il y a plein de petites on va dire, de petites technicalités là, de cette nouvelle-là qui m'intéressent. Mais oui, de pouvoir changer de numéro, je trouve que c'est une bonne idée. Les pilotes peuvent avoir leur identité. Puis c'est plaisant aussi de savoir quel pilote a quel numéro parce que ça nous permet de les reconnaître. Tu avais déjà fait un quiz, je pense, à la Oui, radio oui, de Montréal avec ça que j'avais écouté, ça fait longtemps, avec Georges Larac, quelque chose comme ça. oui. Puis il y avait quelqu'un qui avait été très fort là-dedans, je me rappelle. Ouais, sur les numéros de pilote, Ouais. des fois, j'avais alterné avec des peut-être plus faciles à savoir, puis les pilotes recrues, des fois, parce que les nouveaux rentrent en F1, des fois, c'est le temps de les mémoriser. Ben, moi, je te dis, je suis un grand fan de cette décision-là qui avait été prise Mhm. d'opter que les pilotes, justement, conservent, parce qu'avant, ça changeait toutes les années. Si tu demandes qu'est-ce qui pourrait impliquer un changement, je pense encore que c'est des questions marketing. Je fais un lien avec le hockey. Cole Caulfield, joueur du Canadien de Montréal, qui a changé de numéro au début de la saison dernière, pas cette saison-ci, l'autre. Il voulait rendre hommage au joueur qui a perdu la vie, Johnny Gaudreau. Il voulait prendre le numéro Mhm. 13. Puis dans la série Reconstruction qui joue sur Crave, on a vu la plus grande logistique, c'est la Ligue nationale qui dit oui. Mais la Ligue nationale dit oui à condition que les chandails sont payés pareil parce qu'on commande des chandails à la Ligue. Puis là, on veut pas retourner ça. Donc, encore une fois, on l'a déjà dit plein de fois au podcast, cash is king. C'est pas juste en Formule 1, c'est le Ben oui. sport. Donc, j'imagine que ça va être ça la grosse discussion de dire c'est quoi les responsabilités que le pilote va prendre et que l'écurie va prendre avec la marchandise qui a été produite. Donc, est-ce qu'on va changer ça? Tu sais, Cole Caulfield a tout signé ses chandails. Le Canadien avait 12 000 items qu'il y avait Caulfield avec un numéro 22. Il fallait qu'on trouve une façon de Ouh. liquider ça pour maintenant Aïe, aïe. changer au numéro 13. Donc, c'est ça qui. J'imagine que ça va être ça de dire qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi ça implique, est-ce que la F1 a des coûts à absorber. Donc, tout ça, une fois qu'on va être capable de. Encore là, ça répond un peu à ta question, dans le sens que je pense que les pilotes qui sont peut-être plus connus, mais qui ont aussi plus de marchandises, vont peut-être trouver une façon de s'en sortir. Mais je donne un exemple, là, peut-être que Franco Colapinto qui dit ah, moi, mon 43, je vais le changer. Peut-être que ça va être plus complexe pour lui ou peut-être plus facile en même temps. Je dis, ben, on n'a pas tant Ouais. de marchandises, c'est que oui, change de numéro. Moi, j'espère qu'on ne jouera pas trop à ça parce que je trouve que c'est l'identité des pilotes. Comme Ouais. les casques, là, je suis encore là, c'est un outil de marketing. Maintenant, les casques sont changés constamment parce qu'on est capable d'en vendre d'autres en miniature, puis on sort des éditions spéciales, c'est Ben correct. oui. Mais en même temps, moi, tu sais, toi, je pense qu'aussi, les casques avant, tu étais capable de reconnaître un pilote du début à la fin parce qu'il faisait sa Mhm. carrière avec le même casque. Je pense notamment à un gars comme Gilles ou Jacques Villeneuve aussi, Ouais, qui, le tout à fait. concept, c'était facilement identifiable. Maintenant, les casques, on les voit un peu moins dans les voitures, mais à l'extérieur des voitures, c'est le fun de les identifier d'un premier coup d'œil. Mhm. Ensuite, une nouvelle qui retient beaucoup l'attention, c'est quelque chose qui se tramait depuis quelques semaines déjà, mais Toto Wolff qui a laissé partir des actifs dans l'entreprise Mercedes, l'entreprise bien sûr de Formule 1 et non le manufacturier automobile. Il y en a qui disent ah, il s'en va, il va partir, je vous rassure, là, c'est Ben non. encore une fois cash is king, c'est dans le même dossier, c'est pour de l'argent. Je vais vous faire ça bien simple. Si vous avez la chance de vendre votre cabanon en, en prétendant, moi je vous dis, vendez votre cabanon, puis votre maison va augmenter de 400 000 Il y en a beaucoup qui vont sacrifier le cabanon, vont dire ben, je mettrai ma tondeuse puis mes balais ailleurs, là. Je vais m'organiser comme ça. Puis c'est un peu ça qu'il a fait. Il a vendu une petite partie de l'entreprise qui a fait bonifier sa cabane au complet. Puis l'entreprise Mercedes F1 au complet, c'est la même chose que Lawrence Stroll a fait dans les dernières saisons. En gros, lui, ce qu'il a laissé partir, c'est 15% de la compagnie de gestion qui Mhm. détient son entreprise de Formule 1. Donc, on crée des coquilles. Je ne vais pas trop rentrer dans la fiscalité, mais c'est comme ça. Donc, ça pour dire, ça donne 5% de l'écurie d'F1 qui n'appartiendront pas, qui n'appartiendront plus à Toto Wolff. Il n'a pas vendu ça à n'importe qui. C'est un propriétaire américain. C'est George Kurtz qui va être propriétaire de ça. C'est l'homme derrière CrowdStrike, une compagnie justement d'informatique qui pratique justement la récolte de données, mais aussi la protection de ces données-là. C'est le nerf de la guerre maintenant en F1. On ne veut pas se faire pirater, on ne veut pas se faire voler ça par quelqu'un d'autre. C'est des terras d'informations qu'on transfère aux usines après chaque séance d'essai libre.
Donc, à ce moment-là, on ne voudrait pas que ça soit intercepté. Donc, c'est pour ça qu'on voit des compagnies, des géants de l'informatique comme Oracle en Formule 1, Mhm. avec Red Bull qui s'est impliqué. Chaque écurie maintenant a un gourou de l'informatique et de la data. Et CrowdStrike, ben, c'était déjà un partenaire de l'écurie. Donc, il devient propriétaire conjointement avec Toto Wolff lui-même, sa compagnie de gestion, Mercedes, la compagnie, le manufacturier automobile, bien sûr, CrowdStrike qui s'ajoute à ça, et il y avait aussi l'entreprise Ineos, là, qui est déjà là visible sur la voiture, donc eux autres aussi, on sépare là. Donc, c'est pas un gros changement, mais ben, oui, c'est un gros changement pour à un endroit, c'est la valorisation de l'entreprise. Il n'y a pas si longtemps que ça, là, quand on sortait ces informations-là, je les sors à chaque année parce que je trouve ça quand même intéressant de voir la progression des écuries. Ça nous montre aussi la santé du sport présentement. Si on regarde la valorisation de Mercedes, c'était à 3,94 milliards à la fin de la dernière saison. La projection, t'es bien assis, François, la Ouais. projection pour la saison prochaine, c'est 6 milliards, on pense que Mercedes va valoir. Ouais. On demeure quand même deuxième parce que la progression de Ferrari a été tout aussi grande, qui est rendue à 6,5 milliards. Puis McLaren a passé devant Red Bull. Donc, les deux championnats constructeurs ont sûrement servi à ça, mais aussi les transactions qu'on a eues. Justement, j'en parlais tantôt avec le fonds d'investissement de Bahreïn là, qui a pris des parts dans l'entreprise McLaren, qui est pratiquement rendu propriétaire à part entière. Donc, 4,4 milliards du côté de McLaren. Donc, on vous sortira tout ça là, dans les prochaines semaines. Mais ça bouge et ça bouge dans le bon sens pour ceux qui ont des poches qui sont en lien avec les comptes de banque des écuries de F1. Mais ça montre que le sport est bel et bien en santé. Donc, j'imagine que tu n'es pas contre ces bonnes nouvelles-là. Ben non, ben c'est une bonne nouvelle en tout cas pour Toto Wolff. Ça va y faire un peu d'argent de poche, puis en même temps, ça montre la valeur des argents qu'il a placés. Puis en même temps, ça assure la pérennité un peu de l'association CrowdStrike Mercedes. Oui. Puis ce gentleman-là, George Kurz, va apporter son grain de sel aussi, là, va participer aussi avec la récolte de données là, euh, à l'effort, on va dire, de l'écurie Mercedes. Donc, c'est une bonne nouvelle. Moi, ce que je veux, c'est que la F1 soit en forme et si c'est ce genre d'événement-là, ce genre de décision-là aussi, qui nous disent que la F1 est en forme et qu'on va pouvoir en profiter encore pour de longues années. Puis Suzy va avoir un beau cadeau de Noël. Oh, ça, très certainement. Je suis pas mal certain qu'elle avait toujours de beaux cadeaux de Noël. Hey, on l'avait vu conduire cette fameuse Mercedes hypercar là, Mhm. en termes Ah d'essai dans oui. une pub. Là. Ouais. Donc, je pense pas qu'elle manque de beaux cadeaux, Non, Suzy non. Wolf. Il va peut-être être plus beau encore, ce cadeau Ouais. à Noël. Ouais. Parlant de cadeaux, Jonathan Whitley, ancien, moi je l'appelle l'avocat Red Bull, l'ancien directeur Mhm. sportif de l'écurie autrichienne, qui a dit qu'il aimerait bien que, sans payer un cadeau de Noël, lui, il aimerait bien avoir Max Verstappen. Peut-être pas à Noël-ci, peut-être pas le Noël prochain, peut-être pas l'autre. On sait que Audi prévoit être champion constructeur d'ici 2030. Donc, on Oula. se laisse une belle fenêtre. Moi, cette nouvelle-là là, qui est sortie un peu partout, c'est ce qui arrive hein, quand il n'y a pas de Grand Prix. Des fois, on sort des. Ça prend ça. J'appelle ça des nouvelles, pas de nouvelles. Ma Mhm. question est, qui ne veut pas Max Verstappen? Parce que Audi, c'est bien facile. Jonathan Whitty le connaît bien. Mais qui peut Mhm. vraiment se priver de Max Verstappen présentement? Parce que faites pas. Allez pas vous tromper, là. Peut-être que c'est moi, mais moi, j'ai pas l'impression que même McLaren dirait non à l'avenue de ce pilote avec leur écurie. Mercedes, on l'a déjà dit, peu importe la rivalité qu'il y a déjà eu, Mhm. il ne veut pas reculer vers ça. Ferrari, j'ai aucune misère à croire qu'on voudrait. Je te dirais même que probablement des écuries, probablement toutes les écuries de NASCAR voudraient avoir Max Verstappen, Indy, Euh, DTM, on l'a ouais. vu en endurance, en WEC, en rallye. Tu sais, toi, tu connais plus toutes les séries que moi, là, mais es-tu capable de me Ouais. nommer quelqu'un qui dirait non, on le veut pas? À part que pour qu'on ne puisse pas se le payer, là, mais Ouais, et c'est pas ça la serait la seule raison, seule Martin. raison, mais il y a pas Même grand là, monde. écoute, Là. attends, je Ouais, pense que juste d'avoir Verstappen, c'est rentable. tu serais capable d'avoir assez de commanditaires probablement pour te le payer. Mhm. On a vu l'attrait que Verstappen a juste avec on va dire les, les vues, le nombre de vues qu'il y avait sur YouTube juste quand il est allé faire le Nürburgring, le 4 heures, là, sa course d'endurance qu'on en a parlé, là, qu'on a couvert il y a quelques semaines. Donc, Verstappen, c'est le pilote le plus convoité de la planète et c'est certain que ceux qui ont les poches moins profondes vont peut-être y penser à deux fois parce que ce gars-là doit vraiment pas arriver bon marché, on le sait. Mais comme je te dis, probablement que juste en commanditaire, on serait capable de couvrir ça. Puis c'est en même temps le gars qui il va faire monter la valeur de ton entreprise de course drastiquement. Là. Donc c'est pas
Tu sais, ça va pas scotcher quand tu as dit ça. On sait que tout le monde le prendrait Verstappen. Un peu comme je te dirais qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient Ayrton Senna dans le temps. Mhm. Tu sais, c'était une époque différente. Puis je me rappelle quand Schumacher est devenu disponible, il y a Ferrari qui est allé payer 20 millions pour l'avoir. Puis finalement, il y en a beaucoup qui ont dû le regretter de ne pas avoir voulu débourser ce montant-là. Maintenant, je pense que n'importe qui débourserait n'importe quel montant pour Max Verstappen, dans la limite du raisonnable. Non, Mais fait que c'est. Moi, j'ai mis ça mais dans la catégorie nouvelle, pas de nouvelle. pas de nouvelles, pas de nouvelles. Ouais, c'est ça, nouvelle, pas de nouvelles. Là, je suis vraiment pas scotché. Un autre nouvelle qui est devenue une nouvelle, pas de nouvelle, c'est Stroll versus Colapinto, une rivalité Tiens donc. qui est en train de se bâtir. Notre ami Franco, ben mon ami Franco Colapinto, qui Colapinto. a dit que après que Stroll aurait, selon lui, ce qu'il a vu dans sa voiture, aurait sorti Bortoletto à Sao Paulo, a dit ah ben on le sait, Lance Stroll il sort tout le monde. Et là, moi, ce que ça m'a fait rire, c'est que la réplique du pilote canadien m'a fait penser à un certain Paul Tracy versus Alex Tagliani. Tu te rappelles? Paul Tracy qui avait Mhm. dit, ben, je vais écouter les commentaires parce qu'on est allé voir Stroll, puis on dit, as-tu entendu les commentaires de Colapinto? Puis à l'époque, on avait dit à Paul Tracy, as-tu entendu les commentaires d'Alex Tagliani? Il a dit, ben, je vais commencer à écouter les commentaires d'Alex Tagliani quand il aura remporté au moins une course. Euh, Oh. oh, oui, ça avait fait ça. Du côté de Stroll, lui, il a dit, ben, moi, je pense que Colapinto, à place de porter son attention sur ma façon de piloter, il devrait se concentrer sur marquer des points. Parce qu'il n'en a toujours pas marqué, Franco, cette année. Donc, ça m'a vraiment Mhm. fait penser un peu à ce que Paul Tracy avait dit, puis ça t'a sûrement rappelé des souvenirs, toi aussi, de cette belle rivalité-là. Finalement, Tagliani avait fini par remporter une épreuve à Ouais. un moment dans sa carrière, ou certaines épreuves, mais disons qu'à à ce moment-là, ça avait été tout un jab de la part de son compatriote canadien, Paul Tracy. Oui, ben c'est le sang canadien, je pense, qui a amené Lance Stroll à faire ce genre de réplique-là. Mais écoute, ben, les couteaux volent bas, mais moi je pense avant de dire des choses, on est toujours mieux de vérifier. Puis ça, c'est drôle, je le vois souvent en NASCAR, tu sais, il y a beaucoup de brasses camarades, on va dire, en Ouais. NASCAR. Ah Souvent, oui. alors que penses-tu de ce que Martin Simon t'a fait dans le virage 2? Ah ben je vais regarder le vidéo et ensuite je vais me prononcer. Donc il y en a des fois qui ont la sagesse de vérifier quand ils sont pas sûrs de ce qui est arrivé. Ça semble pas avoir été le cas parce que moi, j'ai vraiment pas vu Lance Stroll toucher à Bortoletto. Mais bon, écoute, c'est peut-être aussi, les gars se sont peut-être entendus, hey, on va se faire un petit rififi entre nous autres, puis on va faire parler de nous autres. OK, pourquoi pas. Tu sais, des fois, c'est des choses qui arrivent. Hein. Je suis très Mhm. théoriste du complot dans ce genre d'affaires-là. Ben, Franco, ça a servi, on a parlé de lui. Finalement, Ben la oui, réplique, peut-être que ça n'était pas à son honneur, mais il s'est quand même excusé. Parce que, ben comme tu oui. dis, il aurait dû prendre le temps d'analyser la situation parce que, après ça, en connaissance de cause, après avoir vu la situation, ben, il l'a vu de la même façon que tu l'as vu, de la même façon que je l'ai vu, que Lance Stroll n'était pas nécessairement en tort là-dedans. Donc, il s'est quand même excusé. Là. Ça n'a pas continué. Donc, encore là, nouvelle, pas de nouvelle. Et les deux, on pensait peut-être bâtir une rivalité entre les deux. Ça veut pas dire que ça va pas être réanimé dès ce week-end à Vegas, mais quand même, pour l'instant, on peut dire que le feu a été éteint entre Lance Stroll et le pilote argentin. Parlant d'éteindre, EA Mhm. Sports, la franchise qui détient, je veux dire, les droits de la franchise Formule 1 pour les jeux vidéo, a annoncé quelque chose qu'on savait depuis un bout, comme quoi, probablement, il n'y aurait pas de version F1 26. Donc, c'est pas à cause des nouvelles livrées, c'est pas à cause des changements de réglementation. Peut-être que ça allait avoir un petit peu avec ça. Mais c'est surtout qu'on veut on veut prendre une année sabbatique, question de refaire la plateforme, toute la revamper, la reconstruire. Il y en a beaucoup qui vont dire qu'il était temps qu'on fasse ça. Euh, Encore là, on ne nous laissera pas tomber. Ceux qui ont acheté la version F1 2025 pourront télécharger une forme de mise à jour. Bien sûr, il va y avoir un montant qui va être relié à ça. Puis on va changer les livrets, puis on va vous donner probablement les nouveaux circuits, la nouvelle horaire, tout ce qui va être en. Ben, il n'y a pas de nouveau circuit, mais on va sûrement changer les commanditaires, tout ça. On va Mhm. revamper, on va vous donner une petite version. Encore là, j'ai envie de dire que c'est pas mal ce qu'on fait depuis longtemps, depuis quelques années, sauf qu'on nous vendait une copie physique. Finalement, c'était juste les couleurs qui changeaient, puis le nom des pilotes. Il n'y avait pas des gros changements sur les plateformes, mais la saison prochaine, ça va être ça. Ça va être simplement une patch en bon québécois Ben oui. qui va être vendue. Mais pour refaire ça, puis j'avais envie de t'en parler parce qu'il y a énormément de simulateurs endurcis qui n'aiment pas la plateforme F1 25 ou F1 tout court. Alors, on dit que c'est pas
un simulateur, c'est pas ça, puis on critique ça. Toi, de ton côté, je sais que tu ne les joues pas présentement, mais est-ce que c'est à cause de ça ou c'est juste par manque de temps, puis on sait que tu dois te concentrer aussi sur la plateforme sur laquelle tu compétitionnes de façon élite à chaque week-end, là, à chaque semaine? Oui, ben, c'est que le jeu F1, on va dire, c'était pas EA Sports qui le faisait dans le temps quand le premier est arrivé au PlayStation, mais moi j'ai joué au premier F1 PlayStation, c'était vraiment bon. Bravo Damon Hill et David Coulthard à l'époque. Cela dit, ouais, c'était vraiment le fun. Cela dit, c'est ça, le jeu F1 est sur les consoles. Et sur les consoles, malgré que je suis un joueur de console, le simulateur de console, le rendu des moteurs pour tout ce qui est physique et des trucs comme ça n'est pas aussi développé que sur le PC. Donc, si j'avais à jouer à un jeu de Formule 1, probablement que j'irais sur iRacing ou peut-être Air Factor 2 que j'ai déjà, là, sur laquelle je fais des commentaires. Là. C'est la plateforme sur laquelle je fais des commentaires de diffusion. Donc, ça donne un rendu peut-être un peu plus précis. Donc, je peux comprendre que EA Sports veut aller dans cette direction-là parce que si les commentaires sont que c'est, en anglais, on dit un simcade, donc c'est un simulateur arcade, là, un peu, c'est comme le mix des deux mots. Si la simulation n'est pas fidèle et n'est pas aussi pointu, on va dire, que sur un PC, sur un ordinateur personnel qu'on a à la maison, ben, je peux comprendre les sports de vouloir arranger ça un peu pour se mettre au diapason des jeux parce qu'ils doivent perdre des joueurs. Alors, faire du contenu téléchargeable aussi, et peut-être la nouvelle façon de le faire. À l'ordinateur, c'est ça qu'on a. On a souvent du contenu. Tu t'achètes un jeu en 2010, il y a encore du monde qui joue à des jeux qui jouent en 2010, en 2025, parce que le jeu se renouvelle toujours avec du contenu téléchargeable. Donc, est-ce que c'est la direction qu'on va prendre sur les consoles à un moment donné? Peut-être. Écoute, ils vont avoir la fameuse patch, comme tu as dit. Là. Oui. Ils vont pouvoir faire ce que les joueurs de F1 25 vont pouvoir continuer ou perdurer. Puis, ça va Ils vont donner la pouvoir, chance à EA Sports là, de ils vont s'ajuster. surtout pouvoir avoir des livrets à 55% recouvertes de couleurs Il y dès a la saison ça, oui. prochaine. N'oublions pas ce point très important. C'est ça. Fait qu'ils ils vont être capables de faire ça. Mais comme tu dis, si on est capable d'aller dans le bon sens, puis d'acheter peut-être une partie de Air Factor que tout le monde prend comme ah, ça c'est bon, il faut se bâtir là-dessus. Donc, si on est capable d'aller chercher ça. Puis il faut pas oublier maintenant, on est dans les compétitions e-sports aussi, que c'est Ouais. international. Donc, c'est sûr qu'on veut se rapprocher. On veut peut-être relever c'est ça, la compétition, toutes ces choses-là, se rapprocher de la réalité. Moi, je le dis, si on prend un pas en arrière pour mieux avancer, je peux pas être en désaccord avec ça. Puis en même temps, on nous laisse pas tomber la saison prochaine parce que moi, je l'aime beaucoup, le jeu F1 25. Je sais que Marc-Antoine Garand en parle souvent, qui est un de nos fidèles auditeurs. Mhm. Lui-même, on parlait de la saison moi, je fais la saison de F2, puis je la trouve vraiment le fun parce qu'on est contre Antonelli, contre Ouh. Berman, contre Adjar, contre Franco Colapinto. Donc, c'est le fun. Il y a Jack Crawford. Donc, on connaît pratiquement tous les pilotes de F2 contre qui on se mesure. Donc, c'est vraiment le fun. Puis en espérant avoir une promotion en F1 après ça. Je passe très, très vite. F1 Academy, je voulais quand même le mentionner. Mhm. C'est le championnat se joue en fin de semaine. Pour les gens qui ont F1 TV, qui ont peut-être la chance de regarder ça, c'est intéressant de voir que le championnat va jouer. En plus, il y a un affrontement Ferrari-Mercedes avec Dorian Pain, la pilote française, avec Maya Verg. Hein. Toi, tu me dis que c'est peut-être On, on penserait que ça se prononce Veug, là. Verg, en tout cas. Corrigez-nous, s'il vous plaît, sur la page, si c'est pas ça. Exactement, si c'est pas ça. Mais il y a 9 points de différence au classement, si je me trompe pas. Ouais. Donc, ça se joue en fin de semaine. C'est intéressant de voir ça. Et puisqu'on est dans la division féminine, eh bien, Ella Hakkinen, la Wouhou! fille de Mika Hakkinen, 14 ans, a signé une entente avec McLaren. Et vous ne pourrez pas vous tromper dès l'an prochain par les pilotes féminines de l'écurie McLaren pour la F1 Academy. Eh bien, on a engagé Ella Lloyd, Ella Stevens et la prochaine qui va aller en liste à 14 ans est Ella Hakkinen. Donc, tu sais, quand on parlait de faire du linge, je ne peux pas être obligé de le refaire et tout ça, ben, on a mis le même nom partout. Ça devrait être bon longtemps, on ne sera pas obligé de changer les combinaisons. Et c'est ce qui conclut notre version du Grand Prix de Vegas. Actualité maintenant, justement, parlons-en de ce week-end de course Ouais. dans la ville du Vice. Eh bien oui, c'est ce week-end au Nevada qu'aura lieu la 22e manche du championnat 2025, déjà pour une troisième fois. Les monoplaces ont rendez-vous dans la capitale du divertissement sur le circuit de la Strip de Las Vegas, un tracé de 6,201
km, 17 virages, 11 à gauche, 6 à droite. Les pilotes peuvent atteindre des vitesses de 356,4 km à l'heure. 79% d'un tour se déroule à plein régime. 2 zones DRS seront à la disposition des pilotes pendant 50 tours. Bien sûr, il faut être à moins d'une seconde de l'adversaire qu'on suit. Donc, 50 tours sur la strip de Las Vegas, qu'on peut aussi surnommer le cochon mort lorsqu'on regarde le tracé. Oh, Seigneur, t'as raison, en plus. Tu l'as C'est l'image. drôle, c'est drôle parce que c'est vrai. Ouais, je sais que tu as l'image devant toi. Pour les gens qui ne savent pas de quoi qu'on parle, ben, si vous regardez le petit croquis qu'on donne, là, le dessin, c'est un cochon, mais à l'envers. Donc, on a l'impression, moi, je trouve ça le dead pig, le cochon mort. Donc, C'est tellement vrai, en plus. Excuse-moi. Oh, mon Dieu. Euh, je Ah. suis certain que, comme plusieurs, il y a des virages que tu es prêt à contester, là. Il y en a que je me rappelle pas, je pense que c'est le 3 puis le 4 qui est. Tu sais, parce que des fois, je t'entends dans les podcasts, ouais, c'est plus un virage que deux. Des fois, on pousse la Oh, note un peu plus, là. Mais je pense que c'est l'enchaînement 3-4 qui. ben, le 4 a comme, c'est comme la fin du 3. Ouais. Je sais pas, non, ben, ouais, c'est comme à Red Bull Ring, hein, qu'on en parlait, ou à d'autres endroits comme Imola, je pense, mais ouais, C'est pas. le 4, ouais, le 4, quand je regarde le 4, mettons, sur mon tracé que j'ai ici, c'est comme la fin du 3. Mais bon, Ouais, c'est ça. hey, on s'est assez bagarré avec ça, là. Parce que moi, j'ai le cochon mort d'en face. Ouais, je t'ai déconcentré avec celle-là, Ouais, mais. vraiment, là, moi, je Ouais. suis complètement désarçonné. Mais je savais que tu avais l'image devant toi, mais c'est sûr qu'il va Ouais. comprendre exactement. Mais je vais enchaîner d'abord avec les pneus, les gommes Pirelli, qui sont Mm. les C5, C4 et C3. Pas de balle courbe, ils se suivent dans leurs différentes recettes. Puis c'est le même procédé qu'on avait déjà emmené aux autres éditions d'avant, donc les trois autres. La raison pourquoi on n'a pas beaucoup de latitude là-dessus, et bien sûr, c'est les sessions qui se tiennent tard le soir, les différences de température, parce que on dit ah, c'est plus frais. Normalement, quand on parle de frais en Formule 1, on parle de 24-25 degrés. Là. Mais là, quand on parle de des 12-9 degrés, ça, c'est complètement différent de ce qu'on peut voir nulle part ailleurs. Quoi qu'on a modifié un peu la formule cette année quand on regarde que les sessions débutent toujours à 23 heures. Les sessions importantes, donc la deuxième séance de célib, c'est à 23 heures. Les qualifications seront à 23 heures et la course, à moins que je me trompe, est à 23 heures aussi. C'était pas ça, là, les éditions avant. Je me rappelle, départ d'un Grand Prix aux alentours d'une heure du Ouais, matin ou c'était tard. C'était tard. midi. C'est ça, on a gagné quelques heures de sommeil, nous autres. Je te dirais que ben, ça se fait sentir ce matin parce qu'on est en train d'enregistrer. C'est rare qu'on enregistre des vendredis Mhm. tôt comme ça, puis j'ai l'impression que j'ai bien dormi quand même. L'année dernière, je me rappelle, je l'avais faite avec Jean-Christophe, celle du vendredi, puis disons que c'était le sommeil, il n'avait pas eu beaucoup. Je me demande, j'avais même pas resté éveillé pour être capable justement c'était plus facile pour moi de rester éveillé que de me coucher. Puis l'autre édition d'avant, c'était encore pire parce que durant les séances de célib, on avait eu le fameux trou d'homme, là, le canal, là, le Oui, courant ah, ça, c'était, ça n'a ouais, pas qui de sens. avait complètement bousillé la voiture de Carlos Sainz. On a Mm. encore eu ce genre de problème-là dans la nuit, sauf qu'il n'y a pas eu des délais aussi longs. On a tout simplement laissé le temps rouler, sauf que ça a privé les différents pilotes d'une séance d'essai libre drôlement importante, celle de la deuxième du week-end. On en viendra un petit peu plus tard. Avant, je veux Mhm. que tu me donnes ton appréciation de ce fameux cochon mort-là. Puis je le dis pas au détriment, je sais que ça peut sembler comme ça, parce qu'au début, quand on avait vu les premiers dessins sortir, on était, ben, disons qu'on les gens étaient critiques du circuit. Ah oui. Mais moi, j'ai appris, on dirait, principalement avec Vegas, ou même celui d'Autriche qu'on sait depuis Mhm. longtemps, qu'il ne faut pas nécessairement juger un circuit juste à cause du dessin. Il Non. faut vraiment le vivre pour le comprendre. Puis moi, je commence à trouver qu'il prend vie, ce circuit-là. Pas juste à cause de toutes les lumières, les infrastructures, puis la sphère. J'ai eu la chance de l'essayer, pas en vrai, bien sûr, en virtuel, dans le jeu F1 qu'on parlait tantôt. La première édition qu'ils l'ont ajouté de mémoire, c'est celui de 2024. Oui, 2024, bien sûr, on l'avait ajouté dedans. Puis j'ai eu la chance de l'essayer, puis je l'aime. Je l'aime, il est vraiment le fun. Le seul point, c'est qu'il est très glissant. Puis ça, c'est tous les pilotes vont être d'accord avec ça. C'est vraiment, vraiment glissant. Tu as l'impression de conduire sur tu sais, un peu de glace noire en hiver, là, que tu Mhm. sais jamais, jamais si vraiment tu as l'adhérence que tu as ou tu ne l'as pas, puis tu peux la perdre à tout moment. C'est vraiment la sensation que tu as. Je ne sais pas de ton côté si tu as eu la chance de l'essayer, mais à première vue, là, les Grands Prix qu'on a eu là-bas, commences-tu à trouver que ça peut devenir un certain classique ou tu as encore un peu de misère à l'apprécier?
Ah ben, je vais répondre à la première Oui, question en excuse, il y en partant. avait plusieurs. Non, il y a Ouais. plusieurs questions. Là, j'écris là. OK. Alors, l'ai-je déjà essayé? Non, non, je ne l'ai pas essayé, OK. le circuit. Pour ce qui est de l'adhérence, ben, on le sait que c'est problématique. En même temps, ils ouvrent les rues. Un coup que l'activité, on va dire, de course est terminée, ils Mhm. réouvrent les rues à la circulation. Donc, semblait dire. Les analystes semblaient dire aussi que ça a comme, on va dire que ça faisait comme un reset, là. Ça remettait les pendules à l'heure sur l'asphalte. Il n'y a pas de gommage qui se fait si on veut. Je comprends que Pirelli soit allé là avec les gommes les plus tendres, on va dire les plus tendres dans le spectre normal, là. On va oublier la Mhm. C6 là-dedans, là. Donc voilà pour ça. Pour ce qui est du Grand Prix en tant que tel, tout le monde avait des doutes, hein, avant que ça Ah oui. arrive le tracé. Puis là, tu as vraiment raison. Ne jugeons pas un tracé sur la feuille de papier sur laquelle on la voit. C'est sûr qu'il y a peut-être un moment donné tant que tu vois un circuit que tu le regardes un peu, tu es capable d'analyser, tu dis celui-là n'a pas du tout d'allure. Mais celui-là, a priori, il semblait, ben, on savait pas que ça allait nous donner. La première année du Grand Prix de Vegas, donc ça va être notre troisième, je sais pas si je pense que tu vas être d'accord avec moi, on s'attendait pas à avoir une course excitante comme ça et on a eu un très, très bon spectacle en piste. Lors des Donc, deux éditions en plus. ben oui, c'est ça. Donc, Mhm. ben, la première année, ça nous a comme choqué, si on veut. Oui. Ça nous a tout scotché. On a fait, tu sais, moi, on était tous debout durant la nuit. J'étais avec mon ami Simon, on regardait la course chez lui. Puis, on était, hey, wow, quel spectacle! Tu sais, ça nous a tenu en haleine tout le long. Pareil pour l'année dernière. Donc, oui, ça risque de devenir un beau classique. Tu sais, on parlait l'autre fois d'Austin, hein, qui en est devenu un, quand même un Grand Prix récent. Je pense pas que Miami va devenir un classique, mais Mhm. Vegas, tu sais, il y a la fameuse sphère qui est là. Bon, tu parlais des lumières, tout ça. La course, c'est le fun. Très plaisant. Donc, oui, moi, si le spectacle reste comme ça, imagine-toi qu'on pourrait le comparer à un moment donné justement au Brésil et à l'Autriche dans le terme de, hey, on le sait que lorsqu'on va à Vegas, le spectacle va être bon. Oui, oui, c'est ça. Puis tu sais, on dit toujours une édition ou une édition ne peut pas nécessairement déterminer le spectacle. Tu sais, c'est Mhm. toi-même qui me dis des fois, sois patient, Martin, la course sprint à Austin, peut-être qu'il faut en essayer un autre. Puis je vais exactement dans le même sens que toi. Mais là, on a quand même eu deux très bonnes. Ça veut pas dire qu'en fin Ouais. de semaine, ça peut pas être Ah, moins ça se peut que ce relevé. soit dol. Ouais. Sauf qu'à date, la tendance, c'est 100% spectacle, qu'on peut dire. Puis Ouais. on va pas y enlever. Puis c'est très rapide, c'est dangereux. J'ai écouté Oliver Berman après la deuxième séance de célibre dire que de tous les circuits de rue, c'est celui qu'il aime le moins parce qu'il dit, j'ai l'impression que c'est très dangereux, c'est très vite. Puis on est toujours un peu comme sur le qui-vive de frapper une barrière. J'écoutais Jenson Button qui disait c'est étonnant à quel point les barrières sont beaucoup plus près qu'on pense. Parce que c'est sûr, plus qu'on va vite, le champ de vision se rétrécit. On a vraiment l'impression qu'on se fait coincer entre les clôtures. C'est probablement le sentiment qu'avait eu Franco Colapinto l'année dernière, lui qui a eu Mhm. tout un accident là-bas. Ouais, ouais, Donc, je m'en rappelle. c'est sûr que ce côté facteur danger-là, en personne, là, pas, ben, quand on regarde les vidéos, là, pas nécessairement avec les caméras de télévision, mais vraiment les gens qui prennent des vidéos avec leur cellulaire, tu vois les voitures passer, tu as l'impression que c'est des vaisseaux spatials de Star Wars à toute vitesse. Là. À quel point que la vitesse que les pilotes sont capables d'atteindre là, dans ces rues-là, c'est vraiment quelque chose à voir. Donc, oui, j'ai envie de dire que ça s'en vient tranquillement pas vite, un classique comme toi, tu avais l'air d'aller dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça. Il y a des balles courbes aux écuries, ça les fait travailler. Je regarde justement les champions constructeurs, McLaren, les derniers résultats, c'est pas ce qu'on connaît nulle part ailleurs parce que si on regarde Lando Norris l'année dernière, c'est une sixième place, septième pour Piastri. L'année d'avant, Norris n'avait pas terminé, Piastri avait terminé dixième. Ça a poussé, si on va un peu dans la section trajectoire technique, parce que il y en a plus d'évolution. Là. Les écuries ont arrêté d'amener des améliorations parce qu'on est à l'aube de la nouvelle réglementation. Mais j'ai préparé pour vous aujourd'hui, si on regarde McLaren, les difficultés qu'on a eues par le passé, c'est qu'on a ce fameux phénomène du grainage qu'on a, là, qu'on entend le graining en anglais. Là. Mhm. Puis ce qu'on essaie de combattre du côté de l'écurie Orange Papaye, c'est de changer l'appui aérodynamique qu'on a sur l'arrière de la voiture pour enlever un peu de tension sur nos roues. Après ça, ça s'est fait qu'on a transféré le problème à l'avant de la voiture. Là, si on regarde en fin de semaine ce qu'on avait dans les séances d'essai libre, l'aileron, c'est l'aileron de Monza.
Mais on a quand même des courbes où on a besoin d'avoir un certain appui. Donc, on jongle avec ça. Donc, je me dis que même si les champions constructeurs rencontrent des problèmes avec ce circuit-là, bien, les autres aussi doivent composer avec ça parce que, encore là, c'est la température, l'utilisation des gommes Pirelli qui est pas facile, qui est pas dans les mêmes plages de température d'ailleurs, que nulle part ailleurs sur le calendrier de la F1. Je voulais quand même prendre le temps d'expliquer le phénomène du grainage. On l'entend de plus Mhm, en plus en F1, puis qu'on va entendre tout au long du week-end parce que ce qui arrive, cette problématique-là, dans le fond, c'est un phénomène, c'est une dégradation des pneus qui est caractérisée par une formation de petites peluches de caoutchouc qui se mhm, passent là, sur la gomme. Donc, pourquoi ça fait ça? C'est lorsqu'on a un écart de température qui est trop grand entre l'extérieur du pneu Pirelli et l'intérieur. Donc, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça vient faire on pourrait dire en un bon terme, là, une croûte qui se forme dessus et ça vient nuire à l'adhérence du pneu. Donc, l'adhérence n'est plus autant uniforme lorsqu'on est sur l'asphalte et sur un procédé où on a autant besoin d'adhérence. Et là, à ce moment-là, ce que ça vient faire, c'est un peu le phénomène que j'expliquais quand on joue dans le simulateur, dans le jeu F1, c'est que à un certain moment, tu penses que ça colle, tu penses que tu es capable d'aller avec une certaine vitesse et de traîner ça tout le long d'un virage. Puis à un moment donné, tu perds cette espèce d'adhérence-là. Où tu arrives au début d'un virage, tu envoies ta voiture, tu as l'impression que ça va tenir parce que ça tenait avant. Puis là, tout d'un coup, tu vois comme, oh non, là, dans ce virage-là, c'est très glissant, un peu comme si tu allais sur une patch de glace noire. Donc ça, mhm. on veut éviter ça. Et l'écurie qui avait le plus de problèmes avec ça, c'est McLaren. Et là, c'est ce qu'on pense au cours du week-end, qu'on aurait peut-être trouvé des solutions à ça. Grâce au dernier tour, au dernier relais de Norris l'an dernier, on a fait des tests avec lui et on pense qu'on aurait peut-être trouvé une possible direction à prendre avec notre voiture. C'est quelque chose qu'on va avoir à l'œil au cours du week-end, mais c'est pas juste McLaren qui doit composer avec ça. Il y a énormément d'autres écuries qui vont parler de grainage tout au long du week-end. À ne pas confondre avec Kevin Parent lorsqu'on parle de grainage. Donc, je ne sais pas si tu vas comprendre le lien, Pas mais en tout. je te Non. l'expliquerai. Il y en a des gens qui l'auront peut-être compris. Ouais. C'est un phénomène beaucoup plus scientifique que ce que Kevin Parent faisait. Mais C'est bon. tout ça pour dire, quand on regarde ça, je me déconcentre moi-même Ah avec non, mes c'est niaiseries. correct. Mais Rions un peu. ça pour dire de ton côté, je ne sais pas si ce phénomène-là en simulation, si vous l'avez, mais c'est que lorsqu'on donne un choc thermique à nos pneus, ben souvent on va créer, ils vont devenir un peu durs comme du béton, là. On va créer comme Mhm. une force, c'est comme si on avait du ciment pris dessus, puis c'est très très dur de s'en débarrasser. Souvent, on peut pas rechanger la propriété du pneu, on est pris avec ça, puis souvent nos gommes ben, vont s'user prématurément. Là. Oui, ben, les simulateurs, oui, prennent ce phénomène-là en compte. Puis, en même temps, tu vois, on est habitué de voir tous ces petits résidus de gomme hein, Oui. à droite, à gauche. Donc, si on sort de la ligne de course, puis on en prend un peu sur nos pneus, Mhm. ça peut causer beaucoup de soucis. Déjà que l'adhérence n'est pas bonne. Donc, je suis surpris, par exemple, que ce soit McLaren qui ait plus de soucis avec ça. Il me semble que leur voiture était comme bien équilibrée, donc je ne vois pas pourquoi il y a plus de grainage, on va dire, que les autres. Mais écoute, en même temps, ça va nous aider, nous, dans le championnat, parce que là, McLaren, tu sais, v'là quelques courses, on se disait, hey, la course au championnat est repartie à 3. Il y a tu sais, Mhm. les mots mathématiquement possibles s'en venaient. Moi, ces mots-là, je les aime bien quand il reste 5, 6, 7 courses, mais quand il en reste 3, ça devient un peu plus difficile de les mettre dans la Mhm. conversation. Fait que si McLaren a un peu de misère en fin de semaine, ça va peut-être nous aider à avoir une fin de championnat un peu plus à la hauteur de nos attentes. Tu sais, je pense que j'ai une explication à ta question. Tu dis pourquoi McLaren, qui sont les meilleurs pour gérer leur gomme, ont cette Mhm, problématique-là à Vegas. C'est que justement, on a tellement parlé dans la saison qu'on est capable de gérer la température à l'intérieur des pneus. Que là, on n'est pas capable de gérer celle à l'extérieur, qui est normalement semblable un peu partout. Puis là, on dirait mhm. que Là, il fait justement, frais, là. oui, il fait frais. Fait que l'écart, on la crée nous-mêmes parce qu'on est capable de gérer, d'avoir beaucoup de chaleur ou de n'avoir un peu moins à l'intérieur. Mais là, à cause qu'on est capable de maintenir cette température-là à l'intérieur, mais on ne Ah. contrôle pas celle de l'extérieur, je pense qu'on se crée nous-mêmes ce déficit ou ce grand écart-là qui, justement, est le phénomène qui vient accentuer le grainage. J'ai l'impression que c'est vraiment ça le Bien vu. problème. On est victime de notre propre succès, en gros, de C'est notre propre. fou, hein? Ouais, Ouais. c'est très bon comme théorie. J'aime ça. Je trouve ça très intéressant, les cycles thermiques des pneus, hein? Mhm.
chauffe, refroidit, puis ça solidifie le composé. Donc, on en parlait l'autre fois, mais c'est non, très. J'aime ça quand tu me sors des théories comme ça, tu sais, sur des questions qu'on s'interroge, puis là, tu sors des trucs de même, c'est très intelligent. Alors, je te Ben, lève mon merci, chapeau, merci, Martin, aujourd'hui. j'apprécie. Alors, j'apprécie. Je t'ai donné 5 étoiles au début de l'épisode, je vais prendre tes étoiles que tu me C'est remets bon. en On attachant. s'envoie plein de fleurs, là, On c'est le s'en fun. va, c'est ça, on va manquer de peau. Mais je Mhm. regarde, si on laisse un peu côté le système des pneus et toutes ces choses-là, euh, juste dans la qualification, on va voir aussi une bagarre qui va vouloir passer en dernier pour inscrire le Mhm. meilleur temps. L'année dernière, c'est Russell qui a été le dernier à passer, puis c'est lui qui a eu le meilleur temps, c'est lui qui a eu la pole. Sauf que c'est risqué parce qu'il y a Ben la oui, possibilité de voir des drapeaux rouges, de voir un Franco Colapinto, pour ne mettons. pas le laver, Exemple. mon Ouais. ami. Exemple comme ça, là. Oh, Qui met ouais, sa voiture dans une barrière ou normalement, il n'est pas là rendu en Q3, mais quand même, de voir n'importe quel. Ça peut être un Charles Leclerc. Écoute, je regardais Charles dans la première séance d'essai libre. J'ai un de mes amis qui me téléphone hier. Il y avait un match de hockey, on jase du hockey. En même temps, moi, je regarde les séances d'essai libre. Puis j'ai dit, il dit, qu'est-ce qui se passe présentement à Vegas? Ben, je dis, tu seras pas surpris d'apprendre que c'est Charles Leclerc qui est le plus rapide. Comme un moment de silence. Tu sais, Ferrari n'a pas une si bonne saison que ça. Puis j'ai dit, il dit pourquoi? Puis j'ai dit, parce que sur des circuits comme ça, c'est un peu un fou, Charles ouais, Leclerc. Il quand même. sort Ouais. comme en À Azerbaïdjan, Monaco. à Monaco, Mm. il sort puis il prend des. Moi, je trouve que c'est des très gros risques parce qu'on dit l'adhérence n'est pas là en début de week-end. Le circuit, on a de la poussière véritablement qui lève des pneus parce qu'on est en train de laver la piste d'une certaine façon. Puis lui, il prend des risques, il frôle la clôture puis tout ça. Puis il était le plus rapide dans la première séance de libre. C'est le fun de regarder Charles parce que c'est tout un spectacle. Mais si tu es Fred Vasseur ou n'importe qui d'autre de Ferrari, tu dois faire comme tu retiens ton souffle parce que tu dis s'il faut qu'il frappe la barrière. Puis c'est la même chose avec Antonelli. Antonelli, là, dans la deuxième séance, là, il longeait les murs là, comme si c'était une séance de comme s'il était en Q3, le tour de qualification. Fait qu'imagine quand on va rentrer en action samedi, ben, vendredi soir de ce soir, quand on va rentrer en action, puis ça va être le temps où ça compte, les risques qu'on va prendre, à quel point qu'on joue avec des fractions de millimètres, et là, ça peut déclencher un drapeau rouge. Et si vous avez attendu à la fin pour bénéficier de la meilleure piste possible, ben, vous pouvez vous ramasser à être relégué à l'arrière parce que à ce moment-là, si le drapeau rouge sort, ben, vous ne puissiez pas compléter un temps. Donc, il y a vraiment ce risque-là qu'on va voir tout au long des séances de qualification à jouer avec le compromis de dire j'y vais tôt en piste, mais j'ai pas la meilleure surface possible ou j'attends le plus possible, mais je cours des risques aussi. On va peut-être voir un pilote de premier plan devoir partir à l'arrière justement à cause d'un événement comme ça. On se Mhm, rappellera de Norris en Azerbaïdjan l'année dernière. exactement. Puis pour ce qui est de Charles Leclerc, ben, je trouve ça. Moi j'adore les circuits de ville pour ça. On va dire ce potentiel de danger-là qui est toujours présent. Puis on se rappelle que les grands pilotes, là, je vais nommer des Senna et des Gilles Villeneuve, allaient toujours frotter les murs de ciment à l'époque. C'était pas des barrières Tech Pro ou les barrières de métal. Tu sais, on les voit frotter. Puis c'est vraiment celui qui prend le plus de risques qui va aller récolter des fois le dernier centième, dernier petit dixième pour aller chercher ça. À Jeddah, en Arabie Saoudite, hein, on se rappelle le Mhm. dernier virage, là, Verstappen l'avait percuté il y a quelques années en fin de Ah oui. qualif. Ben, tu sais, il avait pris ce risque-là. Verstappen aussi n'est pas à négliger dans ces Non. conditions-là. Donc, j'ai l'impression que Norris et Piastri sont peut-être moins téméraires à cet égard-là. Fait que j'espère que ça va nous amener quelque chose pour pimenter un peu la fin du championnat. Puis c'est pas des bonnes nouvelles pour Piastri qui n'est pas en confiance présentement. On se le cachera Non, pas pas, du là. tout. On va rester sur le plancher des vaches parce que la réalité, c'est que Piastri, il est probablement sa confiance est probablement au plus bas depuis le début de sa carrière. On Mm, l'a jamais vu comme ça, la confiance est affectée. On va reprendre la phrase de Kevin Fontaine qui dit une fissure dans son armure. mm. Mais à un endroit comme ça, tu vas être d'accord avec moi que tu peux pas te présenter puis avoir des doutes. Tu dois être en pleine confiance de tes moyens puis en pleine confiance de ta voiture. Tout à fait. Puis là, Piastri est à quoi, 24 points de Lando Norris. Le temps file. Mhm. Donc, tu sais, Piastri, je comprends un peu. On l'entendait parler, il disait que depuis l'événement de Monza, ça l'avait affecté un peu, puis c'est comme ça qu'il est arrivé après là, dans les autres Grands Prix, un peu affecté par ça, puis il a voulu surcompenser. Moi, je suis un peu comme Piastri là-dessus. Des fois, je me dis, là, les chances sont pas tant de mon bord, mais je vais pousser, all-in, comme on dit au poker, là. Mhm. Je vais tapis, là. Et il donne tout, sauf que, tu sais, faut que tu fasses ça quand même dans une certaine mesure, parce que là, tu sais,
tu peux contrôler ton destin et tu te tires dans le pied. Là, 24 points, c'est c'est pas insurmontable, mais c'est quand même beaucoup. Là. Lando Norris a vraiment un beau contrôle. Puis Piastri, ben, il menait le championnat par une bonne marge. Là. Il y a quelques grands prix de ça. Donc, ça a vraiment, on va dire, retourné de bord. Ça a vraiment retourné la situation. Puis, il n'est pas dans un bon état d'esprit comme on est habitué de le voir. Hein. On trouvait qu'il était de marbre, de glace, sérieux. Là, on voit que justement, comme tu as dit, comme Kevin a dit, tu l'as paraphrasé, fissure dans son armure. J'ai hâte de voir s'il va être capable de remonter, mais Vegas, vraiment, là, c'est peut-être pas la meilleure course pour le faire parce que c'est une course qui est très dangereuse. En plus d'être une course compliquée pour son écurie, c'est une course qui n'est pas la meilleure pour se remettre en confiance. La bonne nouvelle, c'est qu'après ça, tu as le Qatar puis Abu Dhabi qui devraient être des Ouais, circuits McLaren. Sauf que, tout à fait. est-ce qu'il va être trop tard pour lui? Il se doit de battre Lando Norris au cours de la fin de semaine. Puis, je suis content de ce que tu emmènes parce que c'est vrai, tu peux pas réparer tout en un Grand Prix. Non. Tu peux pas racheter Monza, Singapour, Austin et compagnie juste avec Vegas. C'est sûr que tu peux tout bousiller ta saison parce que Oh toute oui. cette course au championnat, mais il faut vraiment qu'il ait la mémoire courte. On dit que les meilleurs athlètes sont ceux qui ont les mémoires de poisson rouge, là. Mhm. Puis tu essaies d'oublier le plus vite possible qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, en espérant que de son côté, ça va être capable de se replacer, même si pour le championnat, le meilleur résultat possible serait une victoire de Verstappen pour accentuer justement l'engouement du Mhm. Qatar et de Abu Dhabi par la suite, qui ne devrait pas être des circuits Red Bull. Ça reste à voir, mais du moins, quand on regarde dans les temps, c'est Lando Norris qui a été le plus rapide dans la deuxième séance d'essai libre, celle qui est la plus représentative. En même temps, on va garder les guillemets, hein, les célèbres guillemets Mhm. à Ben, il faut François les Goulet. faire. Hein. Il faut les faire au moins une fois par épisode, parce Ouais. que ils n'ont pas eu beaucoup de tours. Là. On regarde là, 13 tours, 18 tours, 16 tours. Les pilotes n'ont pas roulé à cause de ces fameux drapeaux rouges-là qui ont été déclenchés. Charles Mhm. Leclerc, en fin d'épreuve, a bris de sa boîte de vitesse, donc a été obligé d'abandonner, n'a pas pu poursuivre. Il n'a pas été trop pénalisé puisque les autres n'ont pas pu le faire non plus à cause de ces fameux trous canal-là, le couvert de Ouais, canal qui ouais. avait l'air de vouloir se déloger. On le dit, Antonelli prenait beaucoup de risques, semblant en pleine confiance, mieux que George, même que son coéquipier, mais a quand même fait le deuxième temps. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que Leclerc était très, très près. Là. Les écarts n'étaient pas très grands, mais étaient seulement en gomme médium. Norris a essayé les gommes tendres, Antonelli a essayé les gommes tendres, Hülkenberg, qui était juste derrière Leclerc aussi, Adjar, Lawson, Russell a resté en médium. Ensuite, Albon a essayé les tendre, Verstappen en médium et Hamilton en médium. Donc, c'est intéressant de voir qu'on avait des pilotes qui étaient quand même dans le top 10, qui n'ont même pas eu le temps là, de changer pour ces fameuses gommes à bande rouge-là. En gros, là, le résumé de cette journée-là, si on se fie aux pilotes, aux écuries, ou de ce que moi j'ai pu voir, puis j'ai hâte de voir si tu as eu la même opinion, c'est très serré. C'est très, très dur de prévoir qui est là. Mercedes semble dans le coup, Red Bull semble dans le coup, McLaren ne semble pas complètement relégué comme on a vu les autres années. Ferrari, si on prend juste le côté de Leclerc, semble être là aussi. Euh, Disons qu'on disait que c'est un bon spectacle là, dans les deux premières éditions. La séance de qualification de ce soir à 23 heures, heure du Mhm. Québec, à ne pas manquer. Là. S'il y en a qui peuvent changer un peu leurs heures de sommeil, là, je pense que ça va valoir le coup. Oui, ça va être. Faites ça et faites une grasse matinée demain matin. Mais oui, alors il y a un beau mélange de pilotes qui a le potentiel de signer la pole. Tu sais, on s'était dit, nous, il y a quelques temps, hey, ça va être dur de ne pas mettre Verstappen en pole à toutes les courses. À Vegas, ça va être. Tu sais, je verrais Leclerc, je verrais Russell, peut-être moins Antonelli, peut-être moins téméraire. Tu sais, je verrais un Verstappen, un Norris, un Leclerc ou un Russell faire la pole. Peut-être même un Hamilton qui sortirait un lapin de son chapeau. On se rappelle qu'il avait été très fort hein, Mhm. à Vegas. En course, en Donc, qualif, ça avait en été. Dans le course, fond, ouais, c'est ça. En il y course, il avait avait été incroyable. il avait bousillé son week-end pendant le samedi Mm, parce que sa remontée, il l'avait emmené deuxième derrière son coéquipier George l'année dernière. S'il avait pu partir, s'élancer du devant de la grille, il aurait probablement gagné ce Ah, Grand c'est Prix-là ça, là. parce que le dimanche, c'est lui qui était le plus. Ben, le samedi dans la nuit, du nuit du samedi à Mm. dimanche, en tout cas, vous comprendrez. Mais c'est lui qui avait été le plus rapide. Là. C'est lui qui avait été le meilleur lors du Grand Prix. Là. Les plus téméraires vont Mm. sortir devant. Puis, sérieusement, je pense que c'est de valeur qu'on en soit là, mais je pense que c'est le Grand Prix qui va m'exciter le plus d'ici la fin de l'année. Peut-être à part si, mettons, le dernier a vraiment un enjeu au championnat, mais c'est celui que j'attends avec le plus d'engouement parce que on sait, c'est vraiment de l'incertitude, on ne sait pas ce qui va se passer, puis on sait qu'il va y avoir des bonnes bagarres en piste.
Et vraiment, on ne peut pas prédire Ça va être tough de faire la prédiction de fin de podcast, sérieusement, Martin. Puis si on ajoute la pluie à tout ça, parce que Ah, ça, on ça, n'a par même pas exemple, c'est parlé. ça. C'est Ah vraiment ouais. champ gauche. La pluie s'est présentée. Bon, est-ce qu'elle va revenir? Je ne sais pas, mais à Vegas, il n'y en a pas souvent. Non, pas souvent. Puis on parle de 20%, mais il y a eu des genres d'inondations dans la journée de mercredi, mais ça, on est prêt à ça. Parce que normalement, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y en a pas souvent de la pluie, mais quand ça tombe, ça tombe. Puis il faut trouver une façon de se débarrasser de toute cette eau-là assez rapidement. Mhm. Sauf que ça devient sur un circuit où tu n'as pas d'adhérence, s'il faut que la pluie se mette de la partie pendant la course. Je Ah regardais ouais. Lando Norris, il semblait terrorisé. Probablement pour plusieurs facteurs, parce que le circuit est dangereux en grande vitesse. On le dit, c'est glissant. Tu rajoutes la pluie, puis en plus, lui, il joue un championnat présentement. Donc, c'est probablement le Mhm. pire scénario possible pour dire de la pluie au départ. En plus, j'attire ton attention. Il y a 150 mètres entre la pole et le premier virage. Pourtant, c'est à cet endroit-là qu'il y a la première édition, rappelle-toi, personne n'a été pratiquement capable de négocier le premier virage. Tout le monde est arrivé trop vite, pas capable de saisir le point de freinage ou pas capable de le maîtriser parce que ça collait pas. Puis là, tout le monde est parti un peu en tête à queue. Verstappen avait poussé Leclerc, avait eu une pénalité. Donc, encore là, c'est le pire scénario pour Lando Norris. Tu te retrouves à l'avant, tu n'es pas trop capable de trouver c'est où qu'il faut freiner parce qu'il y a eu de la pluie et ces choses-là. Puis là, tu as les autres qui s'en viennent tous derrière toi. En tout cas, c'est vraiment pas le meilleur circuit. Disons, je peux dire, autant que nous, on dit, ça va être bon, puis tu dis, c'est celui que tu attends le plus. J'imagine que Lando Norris est probablement, c'est celui qui est le plus nerveux. C'est la dernière grosse case à cocher, là, pour son championnat, parce qu'après ça, comme je dis, Qatar, Abu Dhabi, ça pourrait être vraiment un territoire où ce que McLaren, ça soit juste entre lui et Piastri, puis je veux pas tout enlever le spectacle. Je pense que chaque course doit être disputée. Mais sur Mhm. papier, on pourrait penser que les prochaines courses, ça va se disputer entre ces deux-là, mais c'est peut-être la dernière course où ce que, justement, Mercedes peut venir le déranger, Ferrari peut venir le déranger, puis un certain Verstappen peut être dans ses jambes aussi, là. Tu dis pas les Red Bull? C'est quoi? Non, c'est quoi? Tu parles pas des deux Red Bull, jamais? Ouais, écoute, C'est je vois Yuki. cruel Ils pour l'ont pas mis à Tsunoda. l'aéroport, mais il était plus rapide. Il était plus rapide que Max dans la première séance d'essai libre. Encore là, il y avait des raisons à ça, mais je me dis, Ouais. tout ce qui peut l'aider à se motiver. Mais oui, même au championnat constructeur, je trouve qu'on devrait retirer le nom de Red Bull pour aussi ajouter Verstappen dans la case Ouais. Il va constructeur. peut-être faire la boule de quille, Yuki, en fin de semaine. Genre, ça va peut-être être lui qui va arriver, va mal juger le point de freinage Qui et est rentré dans tout le patatrac. monde. Ouais, c'est ça, et sortir toutes les meneurs. Ben, un que Et tu que ce souhaites. soit Gabriel Bortoleto qui gagne. Ça serait tout un. Ouais, ça serait toute une histoire. Mais un que tu souhaites, justement, on a la livrée hein, pour dire Ouais. bye dire au revoir à Stack, là, puis à Mhm. Sauber d'une certaine façon, avec le drapeau à damier sur la voiture vert fluo. Mais un que tu souhaites voir réussir, c'est Pierre Gasly. Puis c'est dur à expliquer les Alpines. On a un déficit moteur, puis on arrive à des endroits où ce qu'on fait bien. Mais Alpine a bien fait dans les éditions du Grand Prix de Vegas. Puis Pierre Gasly s'en est bien tiré. Il sort d'un très bon week-end de course au Brésil. Toi, tu dois le voir remonter, aller combattre Oscar, pas Oscar, mais plutôt Oscar Ocon Oscar et Ocon. Esteban Oui, Castri, ouais. je l'ai débattu. Ouais, Ouais, non, ben Esteban c'est Ocon ça. plutôt. Mais C'est Ocon, je regardais des statistiques, c'est 32 points d'écart depuis la pause d'été entre lui et Berman. Berman a marqué 32 points de plus que lui. C'est Ah oui, fou, là, oui. comment que Oliver Berman est en train de sacrer une volée à Esteban C'est quelque Ocon. chose, ouais, ben, Ouais. vous l'avez adressé aussi dans des Dans l'ordre couvertures de de course course, ouais. avec Kevin. Ouais, Ouais. ben dans deux courses, puis Ah, avec Kevin, parce que je sais que je vous écoute parler de ça, et je me rappelle qu'on n'en a pas de temps à parler de nous. Mais oui, ben Bearman fait bien. Puis, tu sais, on parlait, mettons, bon, recrue de l'année, etc. Je pense pas qu'on en est là. Puis je suis d'accord avec ce que Pascal et Simon ont dit l'autre fois. Moi, c'est encore à Jar, là, au nom de la constance. Puis mais pour ce qui est de Gasly et Ocon, il y a 8 points. Puis, tu sais, ils se battent souvent pour des miettes. Hein. Donc, mhm. 3 courses, 8 points que je dois aller chercher. En plus, notre événement caritatif est le soir du dernier Grand Prix. Donc, fort probablement que je vais devoir payer un apéro à mon bon ami Dominique Simard. Et puis, ben, ce sera de bonne guerre parce que je m'attendais vraiment à ce qu'Alpine fasse mieux, on va dire, que Haas en tant que tel. Donc, par la bande, Gasly mieux qu'Ocon. Mais bon, il reste 3 courses. C'est ton, je me croise les doigts. L'année dernière, Gasly il avait gagné une position à cause que Sainz avait été envoyé. C'est l'année? Oui, il roulait en quatrième position à un moment donné, Pierre. C'est fou, là. Je ne sais pas s'il est capable de Ah, répéter ça ça cette prend un année. top 5 là, Ouais. mettons, là, on va dire, retourner la vapeur, là. Un événement comme au Brésil, tu sais, on en a parlé l'autre fois, puis t'en as jasé quand j'étais pas là, mais tu sais, un élément perturbateur.
qui fait en sorte que peut-être les Alpines vont pouvoir, tu sais, un événement de course qui fait en sorte que, tu sais, exemple, un crash gate, là, qui fait en sorte qu'un Ah, auto qui était Flavio, derrière, le ouais, Flavio est là. Flavio est encore là. Donc, il y a beaucoup de corrélations à faire. Je voulais attirer l'attention un petit peu sur le championnat des constructeurs. 398 Ouais. points pour Mercedes. Ouais, je pense qu'on s'enligne pour terminer deuxième. Red Bull qui est devant Ferrari, ça, on l'a peut-être pas vu venir, mais c'est 366 à 362. Donc, si Hamilton peut se joindre Mhm. à l'équation puis faire bien en compagnie de Leclerc, si on évite On se bat à 2 contre 1 partout, là. on se bat deux contre eux. Donc, Ferrari à 362 contre 366, c'est Ouais, encore, il faut très vouloir vrai. regarder ça. Max, une main dans le dos, c'est pas évident. Ensuite, Williams, 111 dans leur positionnement. On devrait finir cinquième à moins d'une catastrophe. Ouais, non, sérieusement, ça a l'air d'être canné pour eux autres. Où est-ce que c'est Tu sais, plus à moins d'une serré? catastrophe, comme tu dis. Où est-ce que c'est plus serré? C'est Racing Bulls 82, Aston Martin 72. Donc, si vous voyez les Racing Bulls contre des Aston Martin, c'est pas le meilleur endroit pour les voitures vertes là, en fin de semaine. Ensuite, Haas, 2 points d'écart avec Aston. Ben oui. Ça, c'est très serré, donc il va falloir regarder ça. 62 points pour Sauber contre 70. Tu sais, justement, 10 points d'écart avec Aston. Tu sais, quand on regarde là, à partir de on peut quasiment dire à partir de la sixième à aller jusqu'à la neuvième, on va enlever Alpine de ça. Donc, de la Ouais. sixième à la neuvième, on pourrait s'interchanger des positions dans les 3 dernières courses. Si on fait encore là, on imagine quelque chose, admettons que Sauber réussit à finir très, très fort et monter sixième. On parle de 30 millions de différence sur la bourse de fin Ouf. d'année. À peu près, si on se fie au chiffre de 2024. Montrer qu'il y a encore de l'intérêt. Les voitures ne pensaient pas que c'est terminé, puis on pense tout à 2026, puis on veut juste limiter les dégâts. Là. Non, 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 non. Il y a énormément d'argent à aller chercher. Puis en 4 positions. Là. Donc, Aston Martin, je pense que du côté de Lawrence Stroll, j'ai tendance à croire qu'on veut plus le temps de développement pour mettre ça dans les mains qu'Adrian Newey que l'argent. Mais c'est pas le même cas du côté de Ginaz. C'est probablement pas le même cas du côté de Sauber qui doit vouloir s'en mettre un petit peu dans les poches avant de quitter, même si Audi a déjà les mains dans le portefeuille. Mais quand même, il y a énormément d'argent en jeu. Une position donne environ 10 millions, 2 positions en donnent 20. Donc, ça, c'est à surveiller. C'est une belle bagarre à l'arrière quand même, en excluant Alpine et Williams, admettons, qui sont pas mal assurés de terminer cinquième pour Williams puis 10e pour Alpine. Oui, ben moi, je suggère aux gens de garder un peu cette feuille-là à portée de vue. Mhm. Parce que lorsqu'on va voir des bagarres en milieu de grille, on va dire OK, bon, hey, sont où eux autres dans le championnat? Puis là, ça va peut-être justement. Tu sais, un petit message, là, ben, je vais dire, mettons, Max, c'est Jean-Pierre. Si tu dépasses la personne en avant, on tombe une position de plus au championnat des constructeurs. On va faire 10 millions, je t'en donne deux. Tu sais, non, mais amener les gens à avoir, peut-être, hey, ça nous prend cette position-là absolument. Peut-être que ça va créer on va dire, des bagarres ou ça va peut-être encourager certains pilotes à faire à tester on va dire, des avenues pour Ou pouvoir sortir faire des les coudes. dépassements. C'est ça, Ouais, tout sortir les ça, coudes là, à tu des sais, endroits. C'est ça. exactement. Fait que ça se peut que ça crée on va dire de la course en tant que Bon, telle. on va donner un exemple comme ça. Lawson est 10e, puis Berman est juste derrière lui. On regarde ça, c'est 12 points d'écart au championnat. Donc Mhm, oui, c'est des peanuts. On dit c'est un point, on se bat pour ça. Mais c'est tous des petits points qu'on peut accumuler dans les dernières courses. Donc on peut mhm. voir justement où Ocon est 12e, puis on voit les Racing Bulls remonter, qui pourraient venir enlever une position à Berman qui est dans les points. Mais ça se peut qu'Ocon sorte un peu les coudes ou qu'on demande justement, comme tu disais, de retarder Ouais, les Racing Bulls. Puis là, on va dire pourquoi qu'il fait ça? Il y a pas de. Ben oui, c'est parce qu'il veut pas que les autres rejoignent son pilote qui est à l'avant. Donc, il va y avoir tout des à fait. bagarres à l'arrière, puis il y a énormément d'argent en jeu. Puis ça, les directeurs d'écurie sont au courant de ça. Ça va commencer dès ce soir dans les séances de qualification. Donc, c'est quelque chose à garder à l'œil. Je passe le classement rapidement des séances d'essai libre. Je l'ai dit un petit peu. Comme je disais, malheureusement, là, c'est pas très représentatif à cause de tout ce qui s'est produit. Avec les drapeaux rouges, mais je voulais quand même terminer la liste. J'étais rendu à Hamilton qui venait clore le top 10. Ensuite, Stroll, 11e, Gasly, 12e, 13e pour Sainz, 14, Piastri. C'était pas l'idéal, mais encore là, on n'a pas eu beaucoup de temps en piste. Tsunoda, il est pas mal à sa place d'habitude. Ensuite, Colapinto, Berman, Alonso, Ocon et Bortoleto qui étaient
à l'arrière. Ta prédiction pour la pole de ce soir? Je m'en ai dit de demain, j'ai de la misère avec ça, mais la pole de... Ouais, hein, ça nous dérègle tout. Oui, Est-ce quoi? On va y aller avec Monsieur Charles Leclerc. oui, oui. Ah, Qu'on lui souhaite. bon choix. Mais moi, je vais y aller différemment de toi. Je vais y aller avec Max Verstappen. Je dis toujours que je me sens mal si je ne le prends pas. Mais je pense que Verstappen va sortir un lapin de son chapeau. Mais George Russell aussi me tente beaucoup. J'ai l'impression que c'est le genre de circuit qui va être capable de trouver quelque chose. Euh, la prédiction osée, la belle est. J'ai envie d'y aller pour toi puis de dire Gasly dans le top 10. Ah, ben écoute, je vais. Dis quoi? Je vais me jinxer, comme on dit. Oui. Moi, je vais dire Esteban Ocon dans le top 10. Oh, Esteban Ocon. Donc, tu vas à l'envers de ton propre pari. Tu fais exprès. Dans le fond, tu sais, C'est ce OK. qu'on a. Moi, je suis gagnant si je gagne mon pari et je suis perdant. En tout cas, tu comprends? Je suis gagnant dans tous Oui, les sens. oui, exactement. C'est une bonne façon, une bonne Ouais. approche, je trouve, de Mhm. faire ça comme ça. Bien, pour le reste, là, des petites statistiques que j'aime ça donner des fois sur le circuit. Bien sûr, on n'a pas un grand historique de victoire là-bas. On le dit, 150 mètres à peine avant le premier virage. 50% de chance d'avoir une voiture de sécurité. L'arrêt au puits qui coûte environ 20 secondes C'est pas tant. à peu près. C'est correct, ça. C'est pas beaucoup. Non. C'est une bonne sortie des puits, donc ça vaut la peine des fois de sacrifier un arrêt pour remonter le peloton. On l'avait vu justement, notamment avec Norris il y a quelques années. Il avait réussi à remonter le peloton après justement un arrêt en fin d'épreuve où tu gagnes beaucoup de temps. Les autres sont en train de justement éprouver des problèmes avec les pneus qui ont le grainage, toutes ces choses-là. Donc, toi, tu changes pour des nouvelles gommes, puis tu es capable de gagner suffisamment de temps sur tes adversaires pour remonter. Donc, ça reste dans les stratégies possibles. Probablement une stratégie à 2 arrêts, justement, à cause que c'est très difficile de garder les Ouais. gommes. Ça, encore là, c'est sur ce genre de circuit-là, c'est la bonne recette pour avoir un spectacle relevé. Pour les gens qui étaient pas, qui s'en souviennent peut-être pas, là, les 2 dernières éditions, eh bien, c'est Max Verstappen qui avait eu la pole. George Russell, on l'a dit l'année dernière. Et puis la victoire, c'est Charles Leclerc qui a gagné la première édition. On a toujours l'impression que c'est Verstappen qui a gagné à cause qu'il est devenu champion. Mais Ouais. c'était c'est moi qui me... Non, excuse-moi, je suis en train de me tromper. C'est Verstappen qui a gagné la première édition, c'est moi qui m'ai mêlé. Et George Russell qui a gagné la deuxième. Et la pole avait été par Charles Leclerc dans la première édition en 2023. Ah, voilà. Et George Russell avait eu C'était lancé la pole et avait gagné la course l'année dernière. On se rappelle le dépassement de Sergio Perez Oui. l'année passée là-bas qui était Trois spectaculaire. de Allez large, voir là. ça. Ouais, à 3 de là, je pense que c'était sur Magnussen Et et je suis Lawson. pas sûr. Ça se peut, ouais, il y avait une Ouais. Racing Bull, j'étais pas sûr. C'était ça. Je me semble que c'était ça. Ouais, je Ouais. pense que c'est ça. Je pense que c'est le retour de Lawson qui avait fait un dépassement puis un doigt d'honneur à Perez au Mexique. Puis là, il s'était repris à Vegas. Ah, La c'était mémoire de toute beauté, là. C'est extraordinaire. dans les dépassements de l'année dernière, c'est sûr. En espérant qu'il retrouve ce coup de volant-là à son retour avec l'écurie Cadillac. Eh bien, François, je te laisse aller faire ton vendredi, profiter Ben de oui. ta journée. Ça a été encore une fois un plaisir de t'avoir avec nous et je te souhaite un excellent week-end de Las Vegas. Pareillement, et bonne course à toutes et bon sommeil si vous êtes capable d'en avoir un. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 21 novembre. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le week-end de course à Las Vegas. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram ainsi que LinkedIn, et à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.